de présenter un petit talk où souvent en tant que tech lead, en tant que team lead, en tant que PO, en tant que Scrum Master, en tant que développeur, on a du mal à communiquer avec l'équipe ou avec d'autres personnes. Et l'idée, c'était de vous donner quelques clés pour arriver à mieux appréhender ces situations et être capable de comprendre pourquoi on ne se comprend pas. Alors, avant de commencer, donc c'était de vous rappeler un peu les différents objectifs. Donc, c'était la première chose, c'était comprendre que nous sommes différents et que chacun de nous, on est quelqu'un de complexe et potentiellement difficile à comprendre pour les autres. Alors, en fait, des fois, on peut donner l'impression d'être quelqu'un d'assez simple, mais en fait, pour quelqu'un d'autre, on est quelqu'un de compliqué, donc il faut en avoir conscience. L'idée, c'est aussi de comprendre que des fois, en situation de stress, on peut se comporter différemment. Donc, c'était juste vous donner quelques idées, mais aussi de vous rassurer finalement que les choses sont explicables et maîtrisables. Et l'idée, c'était vraiment de vous donner des clés pour essayer de comprendre un peu ce qui pouvait jouer ou les différentes attentes des différentes personnes. Donc, avant de commencer, l'idée, c'était de vous raconter une petite histoire. Donc, le bonhomme bizarre en vert avec la barbe, c'est moi. J'ai la chance d'avoir des enfants. Et comme tout parent, des fois, il se passe des moments assez terribles dans notre vie de parent. C'est on demande aux enfants de ranger la chambre. Et en fait, c'est assez marrant. C'est qu'une fois, j'ai eu l'expérience, j'ai les chambres de mes enfants en fait, quand je suis dans le couloir, j'ai une vue sur les 4 chambres des enfants et j'avais chaque enfant dans une chambre. Et un soir, je leur ai dit, bah, rangez votre chambre. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez marrant. Il y en a 3 qui se sont posés des questions, qui se disent, bah, tiens, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce que je vais faire, qui sont restés assis sur leur lit, à me regarder de façon bizarre. Et j'en ai une qui a commencé à ranger sa chambre. J'ai ma grande fille qui s'est mise à ranger ma chambre. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant. La même phrase a eu un effet différent sur mes enfants. Alors, j'ai un peu triché, j'ai 4 enfants maintenant. J'en ai un peu moins dans la vraie vie. Mais voilà. Et là, je me suis rappelé tout ce que j'avais appris dans ma vie de coaching, de communication et de choses. Et je me suis dit, tiens, c'est une super occasion de tester ça sur mes enfants. Et en fait, j'ai complété la phrase en disant, bah, maintenant, rangez votre chambre. Après, on pourra aller regarder un film après. Donc, en fait, j'ai essayé d'expliquer le bénéfice qu'on pouvait avoir à avoir la chambre rangée. Et là, il s'est passé quelque chose de chouette. J'ai un de mes enfants qui s'est mis à ranger sa chambre. En fait, il avait juste besoin d'une motivation parce que ranger sa chambre, ça suffisait pas. Le fait que la chambre soit propre, c'était pas suffisant pour le motiver. Bah, le fait de regarder un film, l'a motivé. Il s'est mis à ranger sa chambre. Alors, je me suis dit, bah, c'est cool, je vais pouvoir continuer mon expérimentation, essayer de voir qu'est-ce qui peut motiver les autres. Et en fait, j'ai changé un peu la façon de le faire. J'ai dit, bah, en fait, j'en ai besoin pour faire le ménage dans vos chambres. Et en fait, c'était pas une motivation pour eux, c'était, je leur expliquais en quoi ça me gênait, moi, que leur chambre soit pas rangée. Et en fait, ils ont vu la conséquence, hein, c'est si je passe l'aspirateur et que c'est pas rangé, après, il y aura un peu moins de Lego dans la chambre. Et en fait, il y a un de mes enfants que ça a suffi à débloquer. Et donc, c'est important, c'est qu'en fait, de comprendre que tout le monde n'a pas forcément besoin de la même info pour faire ou pour comprendre, et tout le monde n'est pas attentif aux mêmes choses. Et ça, c'est assez important. Et ma dernière, alors je la connais bien, elle, je sais que ce qu'elle a besoin, c'est de savoir ce qu'il faut faire, parce qu'en fait, quand je lui demande, mais pourquoi tu ne démarres pas à ranger ta chambre, elle me fait, mais je sais pas par quoi commencer. Et en fait, je lui ai dit, bah, tu peux commencer par les Lego, puis les livres. Et après, bah, voilà. Et après, le simple fait de lui avoir donné le plan d'action a fait qu'elle a démarré. Et en fait, avec cette phrase magique, hein, qui devient un peu longue, mais en fait, ça a un effet super, c'est que mes 4 enfants se sont mis à ranger leur chambre. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que bah, dans un groupe de personnes, c'est pareil. Mes enfants, ils sont bizarres, hein, c'est les miens. Mais en fait, un groupe de personnes est assez hétérogène et en fait, c'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire que si vous dites à un groupe de copains, venez samedi, on fait quelque chose, bah, sur le groupe de personnes, il y en aura peut-être un tiers, un quart qui viendra, mais pas beaucoup plus. Si vous leur dites, on fera une randonnée à tel endroit, bah, il y aura peut-être 2-3 personnes qui viendront en plus. Si vous leur dites, on part à 9h15 et on reviendra à 18h ou à 18h45 pour respecter le couvre-feu, il y aura peut-être d'autres personnes qui viendront. Donc, c'est un peu pareil, c'est un peu le même genre de situation tout le temps. Il faut avoir conscience que les gens ont besoin d'éléments différents. Donc, c'est ça qu'on essaie un peu de présenter. Et en fait, c'est ça vraiment qui est important de comprendre, c'est que tout le monde a des besoins différents.
Alors, des fois, il y a des gens qui vont comprendre le besoin, il y a des gens qui ont besoin de comprendre le but, il y a des gens qui ont besoin de comprendre les moyens, il y a des gens qui ont besoin de comprendre le plan, il y a des gens qui ont besoin de comprendre l'intérêt, et il y a des gens qui ont besoin de comprendre la valeur que ça apporte. Et c'est pas aussi simple que ça. Et du coup, l'idée, c'est de vous donner quelques clés sur ces éléments-là pour essayer de comprendre finalement qui a besoin de quoi et à quel moment. Donc, quelques pistes de réflexion. Alors pour info, s'il y en a qui ont envie de creuser un peu, là je reprends je prends des exemples qui sont basés sur Processcom, qui est une méthode qui avait été utilisée dans le temps par la NASA pour sélectionner, qui a été développée par la NASA pour sélectionner les groupes d'astronautes qui partaient dans l'espace et qui devaient vivre ensemble pour éviter que ça fasse un pugilat assez rapidement en milieu cloisonné. Et en fait, cette méthode, alors moi je la connais un peu mieux que les autres, mais finalement il y a plusieurs approches, hein, j'en parlerai un peu à la fin, et elles sont à peu près toutes pareilles. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a un ensemble de besoins que les personnes ont, et là j'ai mis les six plus importantes. Les besoins principaux, donc c'est le sens, il y a des gens qui ont besoin de challenge. Tiens, on va essayer de passer la randonnée qu'on va faire, ça va être la plus haute montagne. Si vous dites pas la plus haute, ils viendront pas. Alors que si vous glissez la plus haute, ils auront envie d'y aller. Il y a des gens, ils ont envie de passer un bon moment. C'est tout ce qui est lié au côté humain. C'est aux gens, à partir du moment où vous allez proposer une activité en groupe, il y a des gens qui seront volontaires. Il y a des gens qui ont besoin du plan, ils ont besoin du détail, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on va faire à quel moment. Ils ont besoin de savoir qu'on va se rencontrer à 8h15, qu'on sera dans un bar, qu'on finira à 22h. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin de savoir quels moyens on disposera. Tiens, au bar, vous pourrez boire l'argent que vous aurez en poche, ou moi je m'organise, je m'occupe d'envoyer des invitations à tout le monde. Voilà, ils ont besoin de savoir les moyens en place. Et il y a des gens qui ont besoin des valeurs. Si pour eux c'est important de faire du social ou d'être en groupe, ils viendront. Si pour eux c'est pas important, potentiellement ces gens-là, vous aurez du mal à les motiver avec ce point-là. Donc ça, il y a 6 catégories principales. Pardon. Et en fait, c'est pas aussi simple parce qu'en fait, chacun est une combinaison de cet ensemble-là. Donc en fait, il peut y avoir des gens qui ont juste un des besoins, il y a des gens qui ont les 5 ou les 6, pas toujours dans le même sens, et pas toujours les mêmes combinaisons. Et ça, en fait, faut en avoir conscience, c'est que il y a toutes les combinaisons possibles qui existent. Donc du coup, quand vous avez une personne en face, c'est pas évident de savoir qui elle est. Et mon avis personnel, hein, mon approche, est de me dire, ça m'intéresse pas. Alors ça m'intéresse pas, je vais pas le dire comme ça. J'essaie pas de savoir qui j'ai en face de moi. Je me dis, voilà, la personne en face de moi, elle est différente de moi, et je vais essayer de lui donner toutes les informations pour potentiellement qu'elle trouve celle qui l'intéresse. Donc voilà, c'est vraiment pas. Alors il y a des gens qui essaient d'avoir la personne en face pour essayer d'être plus efficace dans leur communication. Moi, à titre personnel, je suis plutôt dans de me dire, voilà, la personne en face de moi, je sais pas qui c'est, elle est différente, et j'essaie potentiellement de parler sur les 6 axes en me disant que il y en a un ou deux qui l'intéressent. Donc voilà. Et il faut savoir que sous stress, alors qu'est-ce qu'on appelle une situation de stress? Ça peut être, tiens, moi j'aime pas parler en public et je me retrouve en public. Ça, c'est une situation de stress. Je gère de la production ou des choses comme ça, il y a un problème en production, c'est une situation de stress. Et en fait, en situation de stress, on change. Et en fait, le canal de communication ou les informations qui nous intéressent sont pas les mêmes. Donc ça, c'est important de le savoir parce que votre voisin de bureau, vous savez que c'est quelqu'un qui est très intéressé sur le challenge. Et sous stress, il y a de fortes chances qu'il ne faut pas que vous l'attaquiez avec un challenge. Parce que ça se trouve, il n'aimera pas ça. Il aura peut-être besoin d'un plan. Et en fait, c'est ça qu'il faut avoir conscience, c'est que voilà, suivant le moment auquel vous parlez à une personne, le moyen de communication ou les informations dont il a besoin peuvent évoluer. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience parce qu'on ne peut pas parler à la même personne toujours de la même manière. Et ça, c'est important. Typiquement, mes enfants, quand ils sont un peu grognons, ma fille qui aime le plan, si j'arrive avec un plan, elle me le renvoie dans la dent assez rapidement. Et il faut que j'arrive plutôt avec de l'humain. Donc ça, c'est des choses que, voilà, petit à petit, on apprend en connaissant les gens. Et chose aussi importante, c'est des choses qui peuvent évoluer dans la vie d'une personne. C'est-à-dire que dans la vie d'une personne, il y a des événements importants
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un événement important? C'est, vous vous mariez, vous avez des enfants, vous changez de métier. Ça peut être des événements importants qui, influent votre vie et votre attitude. Ça peut vous faites une descente de VTT, vous frôlez un arbre d'un peu trop près et vous dites: «Ouais, j'en suis pas passé loin». Ça peut, introduire des changements dans votre personnalité, dans votre perception et vous pouvez changer. Et donc, c'est important d'en avoir conscience que c'est pas gravé dans le marbre. Tout être humain évolue dans sa vie et c'est important. Et donc, si vous, vous pouvez évoluer, vos collègues aussi peuvent évoluer. Donc, c'est important d'avoir cette conscience-là. Et je prends par exemple un exemple qui est arrivé hein, où récemment, c'était l'année dernière avec le confinement. Finalement, le confinement, il y a des gens pour qui ça a été une torture parce qu'ils avaient besoin de voir des gens, ils avaient besoin d'avoir du lien social. Il y a des gens qui ont trouvé ça super chouette, soit de plus voir leurs collègues, c'est un peu vache, mais il y en a que c'est arrivé. Il y en a qui étaient super contents de plus faire 2 heures de route pour aller au travail. Et en fait, c'est important d'avoir conscience de ça, que les gens le vivent différemment. Et il y a des cas de managers qui, je vais l'illustrer dans 2 cas. Un manager qui, lui, le vivait mal et qui était un peu plus dans la posture de la jeune fille à droite qui disait «Le confinement, c'est terrible, je suis seul, pas d'échange, mes collègues me manquent». Et en fait, quand on est dans une posture de manager, on peut se dire: «Tout le monde, c'est pareil». Et en fait, je vais passer tous les jours un coup de fil, à mes équipiers, à mon équipe ou à mes collègues pour savoir comment ils vont, pour faire du lien social parce que j'en ai besoin. Et en fait, il y a la personne dans l'équipe qui, au contraire, elle le vit très, très bien. C'est génial, je peux vivre à mon rythme, je peux travailler la nuit si ça m'amuse, voilà, on peut imaginer toutes les situations possibles. Cette personne, si vous l'appelez tous les jours à 8h30 pour voir comment ça se passe, elle le vivra assez mal. Donc en fait, c'est important d'avoir conscience qu'on ne peut pas projeter, sur l'autre, son ressenti à soi. On peut se dire: «Bah oui», mais il faut aussi penser le côté opposé. En fait, il le vit très bien et en fait, c'est cet équilibre-là qui est difficile à trouver et mais qui est important d'avoir conscience, c'est que souvent, en faisant preuve de bonnes intentions, on peut mettre l'autre personne en difficulté et finalement, ça marche dans les 2 sens. C'est-à-dire que si la personne qui vit le confinement de façon super géniale, elle dit: «C'est cool, je vais pas appeler mes équipes», en fait, la personne dans son équipe qui a besoin de lien social va très mal le vivre. Donc en fait, c'est l'équilibre entre les 2 qu'il faut arriver à trouver. Et donc, une des clés, c'est de se dire ne pas penser que l'autre réagit comme vous. Ses motivations, ses moteurs sont différents et donc faut pas projeter vos craintes sur lui. Et par contre, faut être capable de les écouter, d'y répondre et de les comprendre. Alors les comprendre, c'est compliqué parce que potentiellement, ça c'est ma croyance personnelle, hein, c'est pas facilement de comprendre quelqu'un d'autre parce qu'on n'a pas tout son historique, on n'a pas tout son vécu. Et des fois, on peut pas comprendre pourquoi il réagit comme ça et par contre, on peut être capable d'écouter et de discuter avec lui pour voir comment on peut l'aider, comment on peut répondre à ses attentes sans forcément les comprendre. Et et là, il y a une petite subtilité, c'est voilà, faut pas forcément, en tout cas de mon point de vue, essayer de comprendre la personne, en face. On peut essayer de l'écouter, on peut écouter ses attentes, on peut y répondre sans forcément essayer à tout prix de comprendre. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est pas parce qu'on comprend pas quelqu'un qu'on peut pas lui parler, l'écouter et l'aider. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on ne sait pas pourquoi ils agissent comme ça, mais par contre, on est capable, de discuter avec eux, d'être capable de leur faire exprimer leurs attentes et d'y répondre. Et ça, c'est vraiment un point clé, c'est que vous pourrez pas comprendre toutes les combinaisons possibles de personnes et je pense que ça prendrait pas mal de temps. Par contre, vous êtes capable d'aider toutes ces personnes-là ou de dialoguer avec toutes ces personnes-là. Et je pense que c'est ça un des points clés. C'est on est capable en tant qu'être humain, on est capable de parler avec tout le monde, on est capable d'aider tout le monde, même si on ne comprend pas la personne en face. Je vais prendre un exemple personnel sur ce coup-là. Un de mes meilleurs amis, c'est quelqu'un qui, on va dire, est très empathique. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. On a bossé ensemble sur des mêmes projets et heu et évidemment, on n'était pas d'accord techniquement, sur la manière de faire. Et en fait, il m'a fallu des années pour le comprendre, mais en fait, je me suis aperçu que quand je lui disais, «Salut Franck, je suis pas d'accord avec toi», en fait, ce que lui comprenait, c'est: «Il m'aime pas et en plus, c'est mon meilleur ami». Donc en fait, imaginez-vous que votre meilleur ami débarque un matin en vous disant, «Je t'aime pas».
Bah, en fait, la claque, elle est assez terrible et ça, il m'a fallu des années pour le comprendre et en fait, le fait que de lui dise que je ne suis pas d'accord avec toi techniquement, sur le sujet ou sur l'architecture que tu proposes, lui, il entendait: «Laurent, tu m'aimes pas, moi, en tant qu'être humain». Alors c'est assez compliqué. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir des collègues sympas qui m'ont donné quelques clés et en fait, je me suis rendu compte de cette différence de communication. En fait, on n'était pas du tout au même niveau et moi, j'étais sur, de l'implémentation, on va dire technique ou un désaccord technique et lui était sur l'émotionnel et le ressenti humain. C'est pas facile et en fait, truc tout bête, hein, heu, j'ai appris à rephraser, à formuler autrement mes phrases et en fait, je me suis aperçu que quand si je lui disais tout simplement: «Salut Franck, je t'adore, mais je suis pas d'accord avec ton travail», ça se passait beaucoup mieux. Parce qu'en fait, d'un certain côté, je le rassurais sur l'aspect émotionnel en le rassurant sur le fait que je l'aime, mais par contre, j'étais pas d'accord avec lui sur ses choix professionnels. Alors ça paraît tout bête, mais alors par contre, je peux vous dire que ça nous a débloqué de façon impressionnante notre relation de travail. Parce que du coup, on a été capable d'aller dans de la confrontation positive, d'idées, d'arguments et on a quitté le côté émotionnel et amical, de la discussion. On est resté sur du travail et pas sur du sentimental, où lui, spontanément, il a tendance à tout vivre de côté, émotionnel et du coup, ça faisait une relation, professionnelle qui était assez difficile et ça, c'est des petits exemples de la vie quotidienne. Bah, finalement, en faisant un petit effort sur le phrasé ou sur la manière dont on parle, on peut éviter, beaucoup de difficultés d'échange avec des personnes, dans le cadre professionnel ou extra-professionnel. Donc voilà, ça c'est des petits points. Est-ce que par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, vous avez des questions ou des interrogations? Parce que je sais que j'ai tendance à parler beaucoup. J'ai pas il n'y a pas de questions dans le chat? C'est très clair pour l'instant, j'ai l'impression. Eh ben tout bon. Eh ben du coup, je vais continuer. Hop. Alors, j'ai essayé d'illustrer un peu ces situations dans des scènes du quotidien ou voilà, dans des scènes du quotidien, on va dire, de l'équipe de développement logiciel, hein, mais ça peut se généraliser dans d'autres contextes. Hem, j'ai pris les cas du tech lead. Les tech lead, alors à l'époque, il y avait Vue 3 qui sortait, qui est tout content, qui a vu la dernière démo de Vue 3, qui se dit: «Ouais, je vais passer à Vue 3 demain», qui arrive le matin au boulot avec son équipe et les gars, nous allons passer à Vue 3, à Vue 3.0, c'est génial, on va y aller. Ben là, c'est exactement le même syndrome que quand je demande à mes enfants de ranger la chambre. Bah, potentiellement, il fait un gros flop. Parce que bah, voilà, tout le monde ne le comprend pas, tout le monde n'a pas le même enthousiasme que lui. Et en fait, c'est exactement pareil. Et il y a de fortes chances que bah, il y a des gens qui fassent un a priori négatif, soit qui bloquent parce qu'ils n'ont pas le détail, qui n'ont pas compris la motivation du changement, qui n'ont pas le plan, qui ne savent pas comment on va le faire. Il y en a peut-être un qui sera content parce que ça lui parle et ça lui fait envie. Mais en fait, il y a de fortes chances qu'il y a une grosse majorité qui a un a priori négatif. Et en fait, ça, dans la communication de tous les jours, eh ben, on est spontané, on a envie de partager les choses et souvent on est maladroit dans la manière de partager les choses. Et souvent, quand ça implique le travail des autres, parce que là, on n'est pas simplement de je vais passer à vue 3 sur mon projet, c'est on va passer notre projet à vue 3. On impacte leur travail, on impacte leur quotidien. Bah, du coup, eh ben, il faut les impliquer, leur donner envie. Et du coup, bah, il va falloir répondre à d'autres questions. Le pourquoi on fait ce changement-là, comment on va le faire, sur quel agenda, sur quel plan. Et donc ça, c'est important d'en avoir conscience parce que sinon, bah, l'équipe sera plutôt récalcitrante à suivre le changement. Typiquement, il y a les mêmes «blagues» entre guillemets ou les mêmes pièges avec un scrum master ou un coach, et qui commence une réunion ou un atelier ou une formation en disant: «Bah, voilà, avant de commencer, on va faire un icebreaker». Bah, c'est tout bête, mais il y a de fortes chances que dans la pièce, il y a des gens qui se braquent ou qui soient pas super contents parce que, bah, ils connaîtront pas le pourquoi on le fait, quel est l'objectif, quel est l'agenda de la journée, quel est le plan de la journée. Comment on va le faire et bah, comme pour le reste, il y aura évidemment quelques personnes qui seront super enthousiastes. Alors quand je dis que les gens ne sont pas super contents, ils ne sont pas forcément haineux et hostiles, mais c'est simplement qu'ils seront pas au petit ils vous suivront, mais un peu à contre-cœur.
C'est-à-dire que si vous leur donnez quelques infos en plus, en plus de vous suivre, ils vous accompagneront, ils marcheront à vos côtés et voire ils seront force motrice dans votre groupe. Donc ça, dans la vie d'un groupe, c'est important de vous rappeler qu'il y a plein de personnes avec vous qui ont des besoins différents. Il faut essayer de les alimenter pour que justement, ils participent pleinement à l'activité. Et pareil, sur les formations, quand vous animez une formation, c'est pareil. Si vous commencez en disant pas pourquoi, quel est l'objectif, quel est l'agenda et comment on va le faire, potentiellement, tout le monde ne sera pas complètement impliqué dès le début. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette notion-là parce que finalement, à chaque fois qu'on interagit avec un groupe de personnes, avec des petites attentions, on est capable d'impliquer beaucoup mieux toutes les personnes du groupe. Et donc d'avoir une meilleure attention et du coup potentiellement une meilleure relation d'échange et de communication avec eux derrière. Donc là, j'avais donc dans l'atelier initial, l'idée c'était de faire un petit truc. Peut-être que s'il y a des personnes qui sont volontaires, tiens, je vais repasser sur la vue où je vous vois tous. Là, je vais vous faire travailler les personnes présentes. Imaginons qu'on a envie d'organiser un pique-nique tous ensemble. Comment formuleriez-vous la petite phrase que vous donneriez au groupe pour motiver tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de se lancer? Sinon, honteusement, je vais proposer des volontaires par ordre alphabétique ou par ordre désalphabétique. Est-ce que Sébastien ou Martin, vous voulez vous lancer? Pour motiver des gens à venir à un pique-nique, Ouais. je leur dis qu'il y a de la bière s'ils viennent. Ok. Ça suffit? T'auras tout le monde? J'en aurai une partie. Ouais. À la louche, sur un groupe de 30 personnes, tu en auras peut-être 2 tiers. Tu auras le tiers de la personne qui sera motivée par la bière. En gros, tu réponds au comment. Tu auras peut-être les gens qui seront intéressés par le côté social parce que tu dis ici bière, il y a échange, donc ça sera convivial. Et voilà. Mais finalement, tu auras quand même pas mal de personnes qui ne viennent pas. Tu peux essayer avec une réunion d'agence, hein, ça marche assez bien. Si tu dis juste il y a de la bière, alors ça dépend des gens. À Lille, ça marche peut-être mieux qu'ailleurs. Hein. Mais tu n'auras pas tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter 2-3 informations à cette phrase « j'ai de la bière » pour essayer de motiver plus de personnes? On peut essayer de formuler un plan pour savoir ce qu'on fera de la journée après le pique-nique. Peut-être qu'on fera des jeux, peut-être qu'on fera une pétanque. Ouais. Donc de donner un agenda. Voilà. Donc dans l'agenda, il y a 2 choses. Il y a 2 choses importantes. Il y a l'heure, typiquement. C'est-à-dire que la bière, on venait prendre une bière. Déjà, Sébastien, si tu avais dit à 19h ou à 20h ou à 18h, allez, 17h30, là, on va dire, avec le confinement, ça aide. Il y a des gens qui auront besoin de l'horaire. Et ce que disait Martin aussi est important, c'est l'enchaînement des choses. C'est-à-dire qu'on commencera par une bière, après on fera une soirée jeu ou on fera une soirée karaoké ou autre chose. Mais de donner un enchaînement d'actions, c'est aussi important. Donc, dans le plan, il y a à la fois l'aspect temporel et à la fois l'enchaînement des choses. Donc ça, il y a 2 choses importantes. Alors, sur l'aspect temporel, il y a certaines personnes que ça ne plaît pas. Je sais que si on fait une soirée, Voilà. pour une soirée, pour certains, c'est rédhibitoire. Ils aiment bien C'est le ça. côté, on est en détente, tout Tu ça. es en train de toucher du doigt la difficulté, c'est-à-dire que pour avoir tout le monde, et pour certaines personnes, il faudra que tu donnes l'heure, et pour certaines personnes, il faudra surtout que tu ne donnes pas d'heure. Et le gros challenge, ça va être de faire une phrase qui plaît aux deux. Et par exemple, tu peux t'en tirer avec des pirouettes du genre vous venez quand vous voulez, mais moi j'y serai à partir de 18h30. Comme ça, tu donnes une info temporelle à ceux qui en ont besoin et tu ne mets pas de contraintes temporelles à ceux que ça exaspère. Parce qu'en fait, c'est ça qui est difficile. C'est en fait, ça je ne vous l'ai pas dit, mais à chaque fois que vous parlez à une personne, potentiellement, vous donnez une information qui ne plaît pas aux 5 autres. Donc c'est ça qui est difficile. Donc en fait, il va falloir arriver à donner des infos sans que ça soit une contrainte pour tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, si on dit venez, on va boire une bière,
Mais s'il y en a qui veulent boire autre chose, c'est open, hein, c'est pas figé. Hein, voilà. Après, on viendra à 19h. On propose que vous puissiez venir à partir de 19h30, sans obligation. Hein, ceux qui veulent venir plus tard peuvent. Et c'est là qu'on commence à faire des phrases à rallonge. Et vous verrez qu'avec au début, on fait des phrases de 30 km, mais petit à petit, on, on réduit, on arrive à trouver des manières d'être un peu moins exhaustif. Et là, finalement, on a dit de la bière, on a dit que ça serait convivial. Alors, on n'a pas dit que c'était convivial. Je pense que ça serait important de le rajouter pour inviter un peu plus d'autres personnes. On a le côté du plan et de l'agenda. Et mine de rien, il manque 2-3 petites infos. Pour ceux qui ont besoin d'un peu de challenge, ça pique un peu. Là, il faudra dire, tiens, on fera peut-être un concours de fléchettes ou de lancer de hache pour essayer de mettre un peu de piquant dans la soirée. Les gens qui ont besoin d'avoir un peu plus du côté social ou qu'il faudra leur dire qu'il y aura un moment où on peut parler ensemble, que ça ne sera pas forcément bière avec musique à fond, mais il y aura peut-être un moment où on pourra changer, dialoguer, ou qu'il y aura 2 salles ou 3 salles dans l'endroit où on se réunira, où on pourra avoir des activités différentes. Et donc, en fait, c'est ces petites choses-là où finalement, quand on essaie de se le dire concrètement sur une action concrète, ça devient assez difficile de satisfaire tout le monde et de penser à tout le monde. Et donc, ouais, c'est ce que tu disais, Sébastien, c'est vrai. Hein. C'est en plus, quand on donne une info, on va en vexer d'autres. Et c'est ça qu'il faut arriver à l'équilibre entre les deux qu'il faut trouver. Et c'est ça qui n'est pas facile. Et donc, si on revient un peu à l'activité pique-nique, hein, c'est aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment donner l'heure de départ, c'est essentiel. On peut, alors sur l'heure de départ, c'est mieux que tout le monde ait à peu près la même heure, ça sera plus pratique, surtout si on fait du covoiturage. Par contre, on peut laisser de la liberté sur l'heure de retour pour que les gens ne se sentent pas trop contraints. Et c'est histoire de dire, voilà, au retour, il y aura 2-3 voitures et en fonction de l'horaire de retour, chacun pourra monter dans la voiture qu'il veut. Côté pique-nique, faudra parler un peu de ce qu'on apporte parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Faudra donner du détail sur la balade qu'on fera et les 2-3 infos qu'on fera. Pour ceux qui ont envie d'un peu de challenge ou de concours, il faudra dire qu'on fera soit un concours de pétanque, soit qu'on pourra aller monter au plus haut sommet d'une montagne. Voilà. Et ça, alors je ne veux pas dire que l'objectif c'est d'avoir tout le monde, mais si vous essayez d'organiser quelque chose où il y a tout le monde qui vient, eh ben, en essayant de communiquer de manière un peu plus large, vous aurez plus de chances que tout le monde vienne. Ça ne marche pas à tous les coups, mais il y a quand même un peu plus de personnes qui viennent. Donc voilà. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que moi, ça m'a permis de faire un peu attention à tout ça. Ça fait quelques années que j'ai essayé d'être attentif et d'être vigilant. J'ai pas encore la prétention d'être parfait. Hein. Je fais encore plein de bêtises et j'ai encore plein de réflexes. Mais en tout cas, quand j'essaie d'y faire attention, j'essaie de bien utiliser les mots et de faire attention à la personne que j'ai en face. Ce que je me suis aperçu, ça m'a beaucoup évité de mécompréhension avec des personnes. Ça aide à être efficace dans la communication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec une personne, on ne se comprend pas, ça m'aide à prendre le temps de recul, à me dire, voilà, attends, si on ne se comprend pas, c'est peut-être pas forcément que je parle mal, c'est peut-être juste qu'on n'est pas au bon niveau de communication, que je ne donne pas les bonnes informations. Et j'essaie de donner plus d'informations que ce que je donnerais d'habituellement pour essayer de voir si la personne capte ou comprend quelques informations en plus. Et ça, c'est important. Et du coup, ça m'aide aussi à être plus impactant dans mes demandes. C'est-à-dire que quand je demande quelque chose, j'essaie de les formuler de manière à ce que d'être sûr que la personne m'ait bien compris. Plutôt que de faire l'hypothèse que je suis, voilà, elle a bien compris. Alors, ça marche avec les enfants sur la chambre, ça ne marche pas à tous les coups, désolé pour les parents. Mais en tout cas, si ce n'est pas fait, du coup, ils le font consciemment. Mais en tout cas, il y a toutes les infos qui sont là pour que ça se passe bien. Donc ça, c'est important. Et en fait, ça, c'est vraiment l'idée de la présentation, c'était de vous donner quelques billes, quelques clés, quelques éléments de réflexion et d'ouvrir des portes sur, si vous avez envie d'aller plus loin, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez lire, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et en fait, il y a 2-3 axes. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que ce sont les seuls axes et que ce sont les seuls moyens, hein, c'en est 2-3. La première question, c'est quelle est votre motivation? Est-ce que votre motivation est principalement de vous connaître et de vous comprendre, ou est-ce que plutôt votre motivation, c'est de comprendre les autres? Et en fait, en fonction de votre motivation, il y a certains outils qui seront plus adaptés que d'autres. Il y a des outils qui sont très bien pour se connaître et il y a des outils qui aident un peu mieux à décrypter les autres. Donc ça, c'est important. Et par contre, à un moment donné, pour bien comprendre les autres,
sur le chemin de cette compréhension, il y a bien se connaître soi. Donc, même si votre motivation principale est de bien comprendre les autres, faut que vous ayez conscience qu'à un moment donné, il faut bien se connaître soi. Il y a des pièges dans ce chemin-là, c'est de penser que les autres ressentent et réagissent comme vous. Ça, je vous en ai parlé au début, hein. Chacun est différent, chacun est complexe, chacun a un vécu différent. Donc, essayer de comprendre l'autre ou pourquoi l'autre réagit d'une telle ou telle manière, c'est compliqué. Donc, méfiez-vous, ça peut être un piège et on peut souvent se tromper et faire des erreurs. Il y a plein de petits outils qui sont de petits outils. Alors, j'ai enlevé le petit. Il y a plein d'outils qui permettent d'y aller. Les personnes qui veulent vraiment aller dans la gestion de groupe et l'accompagnement de groupe et la compréhension des dynamiques de groupe, il y a des formations de coaching personnel qui permettent de faire ça, hein. Mais sans aller jusque-là, il y a plein de petites marches qui sont sympas. Il y a l'approche ProcessCom dont j'ai parlé. Il y a les approches comme MBTI ou les couleurs aussi qui sont là pour donner des pistes de réflexion sur les motivations de chacun, sur les manières de communiquer de chacun. Il y a Action Type qui est un peu moins connu, qui est basé sur le comportement physique. L'idée, c'est de se poser la question. Ils sont partis d'une étude où en fait, ils se sont aperçus que notre comportement physique reflétait notre comportement psychologique. Alors, je vais prendre un exemple un peu caricatural. Quand vous marchez en forêt, quand vous regardez la cime des arbres, vous êtes plutôt tendance à avoir besoin de vision et de motivation, de savoir que vous allez atteindre le sommet. Si vous regardez vos pieds, vous avez plutôt tendance à avoir besoin du plan et des détails. Donc, c'est vraiment une caricature, hein, mais pour essayer d'illustrer les propos. Et en fait, ils retombent quasiment sur les mêmes classifications de ProcessCom, les mêmes empilements, les mêmes choses. Par contre, il y a des petites divergences sur l'interprétation. Par exemple, et je sais que suivant les personnes, l'interprétation, il y en a des personnes pour qui le côté psychologique leur parlera plus, d'autres, le côté physique leur parlera plus. Je vais prendre un exemple. Si on prend les caractéristiques d'intraverti et d'extraverti, ou par exemple le côté psychologique, on aura tendance à dire quelqu'un d'extraverti a besoin d'être en groupe et quelqu'un d'intraverti a besoin de se retrouver seul. Les approches qui sont basées sur le comportement physique type Action Type auront plutôt tendance à donner une définition d'extraverti, quelqu'un qui a besoin de se mettre en mouvement, et quelqu'un d'intraverti, quelqu'un qui a besoin de se mettre au repos. Donc, j'ai essayé d'illustrer ça. Par exemple, quelqu'un qui est en groupe, mais qui va se poser sur une chaise tranquille, eh ben, dans un cas, il sera plutôt intraverti, dans l'autre cas, il sera plutôt extraverti. Donc après, voilà, c'est des petites nuances qui sont importantes. Ou par exemple, quelqu'un qui a besoin d'aller courir tout seul ou de faire du vélo tout seul pour se ressourcer, entre guillemets, eh ben, il sera tout seul avec une définition un peu plus psychologique simplifiée. Ben, il sera tout seul, donc il sera plutôt intraverti. Alors que dans une définition d'Action Type où il se met en mouvement, en fait, il aura plutôt tendance à être extraverti. Et ça, sur certaines personnes, eh ben, qui des fois sont extravertis, des fois sont intravertis, eh ben, de comprendre la motivation, est-ce qu'on a besoin d'être au calme ou est-ce qu'on a besoin plutôt d'avoir son corps en repos, c'est un peu différent. Et donc, ou d'avoir son corps en mouvement ou pas, eh ben, voilà. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Et c'est important de se connaître, en fait, parce que finalement, les situations d'épuisement ou de motivation en sont liées. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se connaît bien, on sait des fois comment se motiver sur des sujets qui ne nous intéressent pas, ou on sait comment ne pas se fatiguer sur des tâches où des fois on y va en reculons. Et parce qu'il suffira de mettre un petit côté fun. Alors le fun change en fonction de chacun d'entre nous, mais si vous savez ce qui vous titille, vous excite dans le travail ou dans d'autres choses, ben, vous serez capable de mettre un côté fun dans votre travail. Je prends un exemple, hein, il y a un Scrum Master que j'accompagnais qui devait organiser des réunions. En gros, il devait gérer un plan et un agenda. C'est quelque chose qui l'exaspère, qu'il a horreur de faire ça. Et en fait, lui, il adore le côté social et ainsi de suite. Il adore le côté fun aussi. Et ben, du coup, je lui ai dit, dans chacune des réunions, essayer de trouver un petit truc fun. Et en fait, le fait de se dire que dans les réunions qu'il allait planifier, il allait devoir trouver quelque chose de fun dans ces réunions, ça suffit à le motiver à poser l'agenda, à poser les réunions, à envoyer l'ordre du jour à chacun. Parce qu'il avait une petite motivation qui était de se dire, je vais mettre un truc fun dedans. Alors, ça ne marche pas sur tout, c'est compliqué. Mais voilà, c'est d'ajouter un petit côté ludique dans les activités qu'on n'aime pas faire, fait que ça se passe mieux, fait qu'on souffre moins à les faire et fait qu'on se fatigue moins. Et donc ça, c'est important.
Et Action Type, moi, je l'ai bien aimé parce que c'est plein de petits exercices physiques. Et en fait, un des biais que moi, j'aimais pas trop dans les approches du type les couleurs, le processcom, qui sont basées sur des questionnaires, c'est des approches où, entre guillemets, il y a un biais qui peut être pris, hein, c'est pas dire qu'il arrive tout le temps, hein, c'est qu'on répond comme on se voit et pas comme on est vraiment. Alors que les approches un peu plus action type, c'est un peu plus comme on est vraiment que comme on se perçoit. Donc il y a un peu moins de biais d'interprétation personnelle sur ce qu'on répond et sur comment on agit. Donc voilà, c'était juste pour donner quelques billes. Et action type, ce que j'ai bien aimé, c'est que assez facilement, ils sont capables de nous basculer sous stress. Et en fait, on voit des comportements physiques flagrants qui changent sous stress. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup, aujourd'hui, moi, ça me permet, par le fait que je suis capable de détecter des changements de comportement physique et de me rendre compte que je suis en train de passer sous stress dans une phase où il est encore gérable. Par exemple, dans une réunion, je suis capable de me rendre compte qu'il y a des choses qui m'exaspèrent. Je n'ai pas encore mis le doigt dessus, mais je suis en train de me rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne me va pas. Mais du coup, je suis capable de me poser la question de qu'est-ce qui ne me va pas et potentiellement de poser une question pour avoir un éclaircissement dans une réunion avant que je sois stressé et qu'en fait, sous stress, j'écoute plus dans la réunion et je participe plus, je me mets en retrait. Et du coup, ça m'aide à rester concentré sur la réunion et potentiellement d'avoir un éclaircissement ou des informations en plus qui me permettent de mieux participer à la réunion. Donc voilà, ça, c'est des choses que ça peut aider pratiquement. Du coup, je vous ai mis quelques liens qui vous permettent d'avoir un peu plus d'infos si ça a des sujets qui vous intéressent. J'ai mis essentiellement sur Action Type au ProcessCom. Il y a d'autres méthodes. Je n'ai pas d'action chez l'un ou chez l'autre. Il y a plein de liens. Ça va être sympa. Et du coup, je suis arrivé à la fin. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez qu'on discute un petit peu plus? J'ai vu que Martin, tu avais ajouté la bière et le fromage. Ça marche pas mal, surtout à l'agence de Grenoble. Ça marche pas avec tout le monde. Il en faut, pour certains, il faut un peu plus. Ouais, petite question, Laurent. Toi, aujourd'hui, avec l'expérience, est-ce que tu arrives à identifier les, les leviers de chaque personne à qui tu discutes, ou ça prend encore beaucoup d'efforts et c'est pas toujours simple à identifier facilement? Alors, à titre personnel, je me l'interdis d'aller le chercher parce que je sais que je maîtrise partiellement ces outils-là et je me dis que je me planterai royalement. Alors, je vais te prendre un exemple. Mon pote là, que j'ai appelé Franck, qui est très basé sur l'émotionnel, je sais qu'il n'y a pas que ça chez lui et que si je faisais que parler à l'émotionnel, je me planterais 9 fois sur 10. Donc en fait, le fait que par contre aujourd'hui, ce que ça m'a apporté, c'est que je me rends compte à un moment donné que la communication avec une personne ne marche pas. Et là, j'essaie de parler à différents types j'essaie un peu les 5-6 pistes pour voir à l'instant T où c'est qui mord. Mais sachant que en fonction de qui tu as en face, c'est super dangereux. Quand tu as un mec comme moi, par exemple, potentiellement en 3 secondes, je suis capable de passer par 3 types de personnalités différentes. Donc du coup, et sachant qu'un peu ce que disait Sébastien, si à un moment donné tu m'abreuves de détails alors que je suis dans une phase qui supporte pas les détails, ça va mal se passer, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai plutôt une approche qui consiste à dire, si j'identifie que la personne avec qui je parle, ça marche pas, j'essaye autre chose. Mais il y a des gens qui essayent de s'aligner, ça marche plutôt pas trop mal, quoi. J'ai pas répondu à ta question, hein. Si, c'est pas mal. Bon. Est-ce que tu as déjà capté qu'il y a quelqu'un qui essayait d'utiliser ça sur toi? Ouais, et ça m'exaspère. C'est pour ça que je le fais pas. En fait, j'ai une personnalité qui est assez complexe et qui supporte pas qu'on s'adapte à lui. C'est terrible, hein, pour ceux qui veulent s'adapter à moi. Et en fait, quand je rends compte que la personne, s'adapte, ça se passe très, très mal. Parce que j'ai l'impression qu'elle essaie de me manipuler. Donc c'est pour ça qu'à titre personnel, je veux pas interpréter les autres personnes, quoi. Après, c'est un symbole de stress aussi chez certaines personnes qui est la suradaptation. Tu essaies de C'est ça, c'est ça. Il y t'essaies a des mmh, de C'est t'adapter un compliqué, peu hein. trop fort, ouais. C'est ça, c'est compliqué. Mais c'est pour ça que moi, j'ai eu du mal avec ces approches-là pendant de nombreuses années, parce que j'avais vraiment l'image du marchand de tapis qui essayait de vendre l'encyclopédie à la vieille dame. Et du coup, pour moi, c'était vraiment des techniques de manipulation qui me faisaient peur. Et du coup, il m'a fallu quand même quelques années pour passer le cap.
et de me rendre compte que oui, ça peut être utilisé à mauvais escient, et oui, il y en a qui l'utilisent à mauvais escient, mais la majorité des gens quand même s'en servent pour bien parler, bien communiquer avec la personne en face, et c'est ça qui est important, quoi, finalement. Et est-ce que tu as des exemples où ça s'est complètement vautré? Vautrer, c'est-à-dire d'essayer de s'adapter? Ouais, ou alors tu essayes de faire ça et puis au final, bah, tu tombes complètement à côté et ça se retourne contre toi ou quelqu'un Alors, qui aura essayé, quoi. je l'ai déjà vu, ou entre guillemets une personne, a pensé voir que la personne voulait beaucoup de détails en face et du coup l'a abreuvé de détails, et en fait la personne au bout de 3 minutes, c'était flagrant, voulait plus de détails et ça l'a saoulé, et l'autre a continué pendant une demi heure et évidemment ça s'est mal passé derrière, quoi. Mais ça c'est, je l'ai vu, ça c'est, alors moi je l'ai vu, dans un contexte professionnel où un archi essayait de convaincre un autre archi de pourquoi c'était sa solution était la bonne, et il s'est complètement vautré à cause de ça. Et mais je l'ai vu aussi sur des techniques de vente, hein, où des vendeurs, des fois, se trompent, où ils essaient de cartographier la personne et se trompent finalement, et finalement loupent leur message complètement, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après, quand c'est très bien fait aujourd'hui, honnêtement, les mecs qui maîtrisent ça, ils se plantent peu, on va dire. Je pense que ceux qui se plantent, c'est ceux qui découvrent et qui ont tendance à avoir l'impression d'avoir vraiment compris l'outil, de voir comment ça marche, et s'emballent un peu vite et se trompent, quoi. Mais par contre, j'ai vu des fois des cas où, au contraire, 2 personnes qui n'arrivaient pas à dialoguer se sont dit: «Attends, si on n'arrive pas à discuter», en gros, quand tu as des discussions qui tournent en rond, c'est souvent que les 2 personnes sont pas au même niveau, et en fait, de se rendre compte de ça, les 2 personnes s'arrêtent et essaient de reformuler, et elles mettent un certain temps à tâtonner, mais après la discussion repart, et ouais, j'ai vu des situations qui se débloquent grâce à ça, quoi. La reformulation, c'est un outil assez puissant aussi, non? Ça fait partie. Ça fait partie, mais en fait, faut reformuler. Mais en fait, la reformulation, c'est un moyen, et faut savoir pourquoi tu reformules. Si c'est juste pour, tu vois, si c'est juste pour prendre des synonymes, ça marche pas trop. En fait, ce qui va marcher, c'est que quand tu prends tu pars, par exemple, tu vois, si tu as des approches qui sont, les gens sont sur des verbes d'action ou sur des émotions ou des choses comme ça, et en fait, quand tu changes de registre de vocabulaire, là, ça marche. Mais en fait, tu joues sur le levier. C'est en fait, quand tu parles avec des émotions, tu parles aux gens qui ont besoin d'humain et de social. Quand tu parles avec des actions, tu vas parler aux gens qui ont besoin du plan, du détail ou de la mise en œuvre, du comment. Et en fait, en fait, en rephrasant, tu as souvent une chance de changer de niveau de discussion. Et en fait, ça va marcher. Et oui, c'est la première étape, voilà, la reformulation tu vois, il y a des gens qui disent, voilà, quand tu prends des verbes de ressenti, tu vois, tu as des expressions qui sont assez flagrantes. Tu as des gens qui disent je le vois bien, ou des gens qui disent je le sens bien, ou des gens qui ça va le faire. En fait, tu vois que grosso modo, ça veut dire la même chose, mais tu as quelqu'un qui s'est mis sur du ressenti, tu as quelqu'un qui s'est mis sur de l'action, tu as quelqu'un qui s'est mis sur de l'émotionnel. Et en fait, le fait de rephraser souvent fait qu'inconsciemment, tu vas basculer tout ce registre vocable et de vocabulaire. Et du coup, tu vas toucher la personne en face, quoi. Mais pour moi, le fait de connaître un peu ça derrière fait que ta reformulation, tu vas la cibler un peu différemment. OK. Alors, j'ai vu que Caroline est motivée par les jeux, la sortie pique-nique. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, des remarques, des interrogations? Bon, bah, si c'est tout bon pour tout le monde, on peut peut-être arrêter là. S'il y en a qui ont envie de me contacter après, vous n'hésitez pas. Tiens, j'ai marqué mon mail dans le chat. Hop. Je vais essayer de pas faire de boulettes, pas de faire de typo. Ce matin, j'ai les moufles. Hop, voilà. Donc, s'il y en a qui ont des questions, vous n'hésitez pas, hein. Je ne suis pas un spécialiste, mais je pourrais en tout cas vous donner quelques pointeurs et vous envoyer potentiellement vers quelques personnes qui seront ravies d'échanger là-dessus. Et voilà. OK, eh ben, merci beaucoup Laurent. Bah, merci à vous. Merci Laurent. Merci Laurent. Merci, merci.
Eh ben, bonne fin de journée à tous et à bientôt, j'espère. Bonne Merci, journée. à bientôt. Allez.